Prenons l'exemple de la cafetière de Théophile Gautier. Voilà l'ouverture de la nouvelle. L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coic et Pedrino Borgnoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup. Et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. Le premier élément dans une nouvelle fantastique, c'est le cadre réel. Le cadre réel est un élément important de la nouvelle fantastique. Ce qui fait effet de réel, c'est que même si l'époque et le lieu sont imprécis, l'année dernière, le fond de la Normandie, ils existent bel et bien. On peut situer la Normandie sur une carte. Puis, le narrateur ancre les personnages dans la réalité en les décrivant aux prises avec les intempéries. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes. On voit les personnages dans la difficulté. Et par sa pesanteur, ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous voyons la marche lente et ressentons le poids de la boue aux pieds des personnages. Quoi de plus réaliste? Plus loin, il y a le décor de la chambre du narrateur qui ajoute une touche de réalisme. On lit: en effet, l'on aurait pu se croire, au temps de la Régence, à voir les dessus de porte de boucher représentant les 4 saisons, les meubles surchargés d'ornements de roucaille, du plus mauvais goût et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Le lecteur imagine aisément le décor de la pièce. On connaît François Boucher. Le rococo est en effet un art d'illusionnisme pour aristocrates et riches commanditaires de la cour, incarné dans la peinture française par François Boucher et Antoine Watteau. Il se caractérise par la recherche du luxe, le sujet frivole, voire fripon, et une tendance nettement décorative. Il n'y a rien encore qui puisse paraître étrange. Le deuxième élément de la nouvelle fantastique, c'est le surgissement du surnaturel et la plongée dans le surnaturel. Il faut qu'il se produise dans ce décor réel un événement surnaturel pour qu'on puisse parler de fantastique. Dans la cafetière, c'est l'animation des objets qui apporte l'élément fantastique, l'élément surnaturel. Cet événement surnaturel doit frapper l'imagination du lecteur en utilisant des images qui renvoient à notre inconscient collectif. Gautier, dans sa nouvelle, fait appel à des descriptions saisissantes. Il y a tout d'abord la description des portraits dans leur cadre. On lit: tout à coup, le feu prit un degré étrange d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité, car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière, leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Tout y est, une lumière qui plonge les objets dans une atmosphère glauque. On lit: les bougies s'allumèrent toutes seules, le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table
où elle était posée et se dirigea clopin-clopant vers le foyer, où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. La personnification accentue encore l'animation et la vie des objets. Les objets deviennent des personnes. Ce surgissement du surnaturel n'arrive pas de manière subite. Il a été préparé en amont par une altération du cadre réaliste, quand le narrateur est pris d'une sorte de malaise lorsqu'il se rend compte que la pièce a été récemment occupée. On lit, rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. 2 ou 3 robes de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchaient le parquet bien ciré. Et à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Donc, ce qui introduit peu à peu le surnaturel, c'est cette impression que la pièce a été occupée. Le troisième élément de la nouvelle fantastique, c'est la capacité à susciter la peur. Mais pour nous plonger dans cet univers fantastique, encore faut-il que l'auteur nous fasse partager la peur du narrateur. Le narrateur qui est le personnage principal. Le narrateur évoque sa terreur en utilisant le champ lexical de la peur. Il parle par exemple de frissons de fièvre qui le parcourent. Il parle encore de trembler comme la feuille. Il parle encore d'une terreur insurmontable. Et puis, il en vient même à donner des éléments palpables de la manifestation de son angoisse. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. Cependant, la plongée dans le fantastique n'est complète que lorsque le narrateur est inclus dans l'univers de l'objet qui s'anime et qu'il est admis pour lui qu'il ne s'agit plus d'une cafetière, mais d'une femme qu'il a nommée Angela. C'est l'univers fantastique qui absorbe le personnage principal. Mais il faut bien que la nouvelle s'achève. Et voilà le quatrième élément de la nouvelle fantastique. C'est le principe d'hésitation. Lorsque la scène fantastique prend fin, le narrateur est plongé dans une grande perplexité. Ce qu'il vient de vivre, était-ce oui ou non la réalité? C'est cette question qu'il doit résoudre. Comme le précise Tsvetan Todorov, le fantastique repose sur le principe d'hésitation. L'hésitation entre deux explications possibles. On voit le narrateur le lendemain qui a la tête encore embuée de son rêve de la nuit et qui dessine les contours d'une femme ou peut-être d'une cafetière. On ne sait. Voilà ce qu'on lit. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon sans que j'y eusse songé le moins du monde se trouvaient représentés avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué le rôle si important dans les scènes de la nuit. C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela, dit l'autre, qui, ayant terminé sa partie, me regardait par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De par tous les saints du paradis, est-elle morte ou vivante? M'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. Elle est morte il y a 2 ans d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Pam palam.